Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Philippe, merci beaucoup pour cette introduction, cette invitation. Je suis très honoré d'être ici au Collège de France. C'est toujours un immense honneur, surtout pour un Suisse. Donc moi, je vais vous parler un peu essentiellement de la même chose, mais sous un angle un peu différent. D'une part, parce que je suis un immunologiste, donc je ne comprends pas grand-chose aux bactéries, combien même j'apprends un petit peu. Et puis, je vais surtout vous raconter ces choses sous un angle du symbionte. Je vais très peu vous parler des pathogènes, que je ne comprends pas très bien, mais essayer de vous rendre un peu la même histoire, mais sous l'angle que, comme l'a dit le professeur Sansonetti, que la plupart des microbes qu'on rencontre tous les jours ne sont pas des pathogènes. Les pathogènes se comptent sur les doigts peut-être de plusieurs mains, mais la plupart des rencontres que l'on fait tous les jours maintenant sont des symbiontes qui ne sont pas ignorés par le système immunitaire, mais qui contribuent à ce que nous sommes, non seulement au niveau du système immunitaire, mais qui construisent même notre physiologie. Donc, ce que je vais vous raconter ce soir se décline en trois choses, des choses que vous avez certainement vues déjà la semaine passée, que vous savez. Je vais passer par des exemples aussi de symbiose qui sont vraiment extraordinaires. Donc, d'abord, vous parler de où sont les microbes, et ensuite, ce que fait le système immunitaire. Et finalement, aussi quelque chose que Philippe a raconté un peu, l'impact de ces microbes sur le développement du système immunitaire pour essayer de vous faire comprendre que ces microbes-là font partie de notre évolution, que nous ne sommes pas codés que par nos gènes, mais que les gènes microbiens font partie de notre être, de ce que nous sommes maintenant. Donc, si vous avez des questions, même pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre pour des choses bien précises. Donc, où sont les microbes? Donc, c'est des choses que vous avez peut-être vues la semaine passée ou à un autre moment, mais cette diapo, juste pour rendre compte du fait que nous sommes évidemment très conscients du monde métrique ou peut-être millimétrique, que nous nous rendons compte surtout des choses qui sont à notre taille ou peut-être un peu plus petites, les fourmis, mais qu'essentiellement la vie se compose sur cette planète de microbes, d'organismes unicellulaires, et que dans cette pièce, nous sommes des milliards sur des milliards de microbes et que nous sommes vraiment en minorité. Et même dans l'arbre phylogénétique de la vie, qui se compose essentiellement de trois grands royaumes, les bactéries, les archées, qui sont des choses qui ressemblent beaucoup aux bactéries, mais qui ne le sont pas, et nous, les eucaryotes, et nous, les animaux, et les autres choses qui sont multicellulaires, les plantes, finalement, ne sont qu'une très très petite partie de cet arbre phylogénétique qui compose notre planète. Également, si on parle de nous maintenant, l'héritage que nous avons de ce monde microbien est énorme. On estime qu'à peu près presque 40% de nos gènes peuvent directement être tracés à une origine microbienne. On retrouve pratiquement les mêmes gènes chez les microbes. Il n'y a qu'un petit tiers de ces gènes qui définissent notre côté pluricellulaire, eucaryote. Il n'y a qu'un petit 15%, 16% qui fait ce que notre état animal. 13% de vertébrés et 6% de ces gènes déterminent que nous sommes des vertébrés. Donc il y a un grand héritage microbien qui nous fait fonctionner là maintenant. Alors, les microbes sont partout, ils sont partout depuis toujours. Ils sont nés avant nous, nous sommes nés dans un monde microbien. Et ceci est un arbre phylogénétique très très simplifié du monde animal. Donc, parmi les premiers animaux, parmi les premiers organismes multicellulaires qui s'apparentent aux animaux sont les coénoflagellés, qui sont des unicellulaires qui tendent dans certains contextes à s'assembler en des colonies qui comportent des cellules différenciées. Et il a été découvert que non seulement les microbes, notamment les bactéries, peuvent être source de nourriture pour ces espèces, mais aussi sont nécessaires à la morphogénèse de ces colonies. Donc là, on voit déjà très tôt dans le monde animal que les bactéries, d'une façon ou d'une autre, participent, induisent la formation d'organismes multicellulaires.
Chez les éponges, la prédation, bien sûr, est partout. Les bactéries peuvent être source de nourriture pour tous les animaux. Mais chez les éponges, un rôle qui a été trouvé chez eux, c'est que là, les bactéries peuvent jouer, ou les micro-organismes en général, peuvent jouer un rôle métabolique. Et c'est un rôle que, bien sûr, nous, on profite tous les jours dans notre intestin. Les microbes, les bactéries en particulier, participent à notre digestion, créent des aliments. Certaines vitamines sont produites par les bactéries qui nous sont essentielles. Et c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on a constatées très tôt dans des animaux qui sont beaucoup plus anciens dans le niveau de l'évolution. Au niveau des éponges, s'est développée aussi l'immunité innée, donc la capacité qu'a l'organisme de reconnaître ces microbes et d'y répondre. Alors j'aimerais tout de suite faire un point. En tant qu'immunologiste, l'immunologie s'est longtemps se demande toujours comment est-ce qu'on fait la différence entre nous-mêmes et les microbes, par exemple. Une question fondamentale, comment est-ce que le système immunitaire est, je sais le mot en anglais, triggered, induit. Et donc, s'il est induit, la pensée générale est que le système immunitaire ensuite essaie de détruire le microbe ou le non-soi qui l'a allumé. Donc, il y a cette notion que le système immunitaire est un peu comme une armée, des militaires que l'on active. Et une fois qu'ils sont activés, leur but est essentiellement d'éliminer. Donc, c'est une notion qui est, je pense, essentiellement fausse à la vue de pas mal de choses qu'on a découvertes, dont je vais parler ici. Donc pour moi, pour beaucoup de gens, le système immunitaire inné est un système de reconnaissance qui mène à un certain nombre de choses, non seulement immunitaires, mais aussi physiologiques. Voilà, plus tard dans le monde animal, le système immunitaire adaptif s'est développé, c'est-à-dire la capacité de voir beaucoup plus. Le système immunitaire inné est un système qui est codé dans nos gènes, qui permet de voir peut-être une centaine de types de structures microbiennes. Le système immunitaire adaptatif, de par sa diversité, permet maintenant de reconnaître des milliards, potentiellement des milliards de structures microbiennes. Ici est mentionné un impact en termes d'environnement, c'est-à-dire que maintenant, certains microbes, pour certains organismes, pour certains animaux, sont comme des yeux de l'état de l'environnement, et l'animal ensuite peut répondre mieux à cet environnement-là. Alors c'est une image que vous avez probablement vue la semaine passée sous une autre forme. Donc c'est ici une image de l'intestin de souris. Vous avez en haut l'intestin grêle, en bas le côlon. En bleu vous avez et en vert les cellules de l'intestin et en rouge les bactéries. Ces images sont pour vous rendre compte de la quantité de bactéries qui vivent en nous. Et là, dans l'intestin, dans le côlon, c'est vraiment impressionnant. Vous avez ici l'épaisseur du côlon. Vous avez une épaisseur pratiquement égale de bactéries, dans ce cas-là, de bactéries qui colonisent de façon relativement stable l'intestin ici de souris, mais pour nous, c'est la même chose. Et là, vous ne voyez que des bactéries. Il y a une quantité faramineuse de virus qui sont dans l'intestin et même en nous, il y a des phages, donc les virus des bactéries, il y a des champignons, il y a des parasites. Donc la quantité de microbes qui nous habitent de façon stable est énorme. Et on estime, en tout cas au niveau des bactéries, qu'il y a à peu près 100 fois plus de bactéries en nous et sur nous qu'il y a de cellules qui nous composent. Alors, il y a plusieurs niches. Il y a plusieurs niches qui sont habitées par ces microbes, ici bactéries dites symbiotiques. Le côlon, ici les disques, la taille des disques est proportionnelle au nombre de bactéries qui se trouvent dans cette niche. Donc le côlon est l'habitat le plus fréquenté par les bactéries, mais la peau est l'habitacle d'un nombre énorme aussi de bactéries, la bouche, l'œsophage, l'estomac et le vagin. Alors les couleurs ici représentent les types de bactéries, les grandes familles de bactéries. Alors combien même on en connaît, une cinquantaine, une soixantaine, ces milieux sont finalement très très sélectifs. Combien même on a cette énorme quantité de microbes ou de bactéries qui vivent dans le côlon, il n'y a finalement qu'un certain type qui peuvent y vivre parce que ceux-là ont été sélectionnés. Et ce n'est pas au hasard, c'est une sélection qui s'est faite dans l'évolution pour qu'il y ait une cohabitation qui soit profitable
pour les deux. Un bon exemple aussi de coévolution est le vagin. Le vagin est la niche pour un type de bactéries très particulier, des lactobacilles, qui y habitent parce qu'elles peuvent produire de l'acide lactique, donc qui acidifie le milieu du vagin et qui fait partie par là à la défense du vagin. Ici, c'est une représentation assez classique de nos jours de la diversité qui nous habite. Cette représentation est une représentation phylogénétique des différents types de bactéries. Et ici, les cercles concentriques sont les différentes niches. En bleu, vous avez l'intestin. En rouge et en orange, les différentes niches de la bouche. Et ça aussi, c'est étonnant, les différentes niches de la bouche sont différents types de bactéries. En vert, le nez. En violet, le vagin. Et en gris, la peau. Donc vous avez à ces différentes niches, différents types de bactéries qui ne se retrouvent pratiquement que là. Par exemple, ici, vous avez en vert, attendez, en vert, c'est bien en vert ici, plutôt en bleu. Plutôt en bleu, vous avez des bactéries qui se retrouvent essentiellement dans l'intestin, comme des Prébotelles ou des Bacteroides, qui ont été mentionnées avant. Ici, les lactobacilles que j'ai mentionnés dans le vagin, les staphylocoques, et puis en vert, qu'est-ce qu'il y a d'autre en vert? Les staphylocoques, et puis les corinébactéries qui se retrouvent essentiellement ici dans la peau. Donc chaque milieu, quand même la diversité est énorme dans son ensemble, chaque milieu est un milieu très sélectif pour certaines bactéries qui indique qu'il y a coévolution, donc il y a un échange entre le monde bactérien et nous-mêmes. Alors ceci est une représentation simplifiée de je pense, ce qu'on a pensé longtemps, c'est que ce que nous sommes est codé par nos propres gènes. Que ce que nous sommes peut être réduit, peut être compris en regardant nos gènes et que voilà. On se rend compte maintenant de plus en plus que ce n'est pas suffisant. Donc par ces bactéries symbiotiques qui nous habitent dans ces différentes niches, on estime, en tout cas pour les bactéries déjà, un apport de l'ordre de 10 puissance 6, 1 million de gènes supplémentaires qui sont ajoutés à que de l'ordre de 10 puissance 4, donc de l'ordre de 10, 20, 30, 40 000 gènes qui sont les nôtres. Donc il y a un apport génétique énorme par ces bactéries qui, je répète, sont sélectionnées dans ces différentes niches. Donc imaginez-vous cet apport génétique qui peut faire que nous sommes peut-être meilleurs, en tout cas plus efficaces, pour par exemple digérer. Il est évident maintenant que sans certaines bactéries, nous ne pourrions pas digérer des choses comme on mange tous les jours, des salades, des sucres complexes comme les pâtes. Donc la digestion, ces bactéries sont nécessaires à la digestion. La dégradation de certaines toxines sont métabolisées par ces bactéries, et ensuite le foie aussi joue un rôle de détoxification. La protection de pathogènes, et ça c'est quelque chose de très important, la défense, je vais y revenir, et aussi la régulation par exemple de l'homéostasie de l'épithélium, le renouvellement épithélial de l'intestin, qui, s'il est mal régulé, peut mener à des cancers du côlon. Donc on pense aussi que le microbiote, ces bactéries peuvent jouer un rôle ici dans la régulation. Donc en tout et pour tout, cet assemblage que certains nomment le superorganisme, qui n'a rien à voir avec un Superman ou un supermarché, mais c'est un niveau supérieur d'organisation. On peut penser que c'est à ce niveau-là que l'évolution s'est faite, parce que c'est à ce niveau-là que l'organisme est le plus efficace pour tirer l'énergie de sa nourriture, grâce à la digestion qui est en partie assurée par ces microbes, et aussi à la défense contre des pathogènes. Donc, on parle ici finalement de symbiose. La symbiose, le terme, on l'utilise dans un but très positif de nos jours, mais le terme symbiose veut dire, si on prend l'étymologie grecque, vivre avec. Donc il y a plusieurs types de symbiose. On le connaît chez les bactéries en symbiose avec nous-mêmes, on le connaît dans nos couples. Il y a plusieurs façons de vivre ensemble. Il y a le mutualisme, où les deux partenaires tirent un bénéfice. Il y a le commensalisme, c'est-à-dire, commens est un terme latin, on mange à la même table, c'est-à-dire qu'un des partenaires en profite alors que l'autre finalement ne pense pas grand-chose, il n'y a pas de déficit ou de bénéfice en tiré. Et bien sûr, il y a le parasitisme, où maintenant un des membres, un des partenaires en souffre. Alors je sais que ça sort un peu du cadre, mais j'aimerais vous illustrer quelques cas de symbiose qui sont vraiment spectaculaires et qui font intervenir le système immunitaire. Alors ici est un exemple d'un calamar d'Hawaï, qui est à peu près cette taille, qui est tout petit. Et ce calamar, croyez-le ou pas, se nourrit
à la surface de l'eau de petites crevettes. Et comme vous savez, les nuits d'Hawaï sont très claires. Il y a des prédateurs qui peuvent repérer ce calamar parce qu'il fait une tache à la surface de l'eau et donc le manger, l'attraper. Pour se camoufler, le calamar est habité par des bactéries qui sont luminescentes et cette luminescence le rend finalement moins sombre, plus clair et le camoufle à la surface de l'eau pour éviter les prédateurs. Alors comment cette luminescence lui est apportée? Elle est apportée par des bactéries qui, lorsqu'il naît, toutes les bactéries qui se retrouvent, enfin beaucoup de bactéries qui se retrouvent dans l'eau de mer vont finalement infecter la larve du calamar. Et toutes ces bactéries vont induire une réponse immunitaire, je ne sais pas si j'ai une deuxième, non, je ne sais pas, qui vont induire une réponse immunitaire très forte. Une réponse immunitaire très forte, et finalement c'est un peu comme dans Koh Lanta, il y a une bactérie qui va survivre, toujours la même. Et cette bactérie joue un double tour parce que non seulement elle va survivre, mais elle va induire une réponse immunitaire encore plus forte. De telle façon que les autres types de bactéries ne sont pas sélectionnés, mais elle, pour une raison ou pour une autre, va être avantagée dans ce milieu très, très inflammatoire. Et c'est un type de bactérie qui revient toujours, qui revient aussi de nos maladies à nous, dans les maladies inflammatoires de l'intestin. C'est un peu le même type de bactérie qui va non seulement être avantagée dans un milieu inflammatoire, mais qui va promouvoir l'inflammation et chasser les autres bactéries. C'est des bactéries du type protéobactéries comme Escherichia coli ou Shigella. Donc dans ce cas-là, une seule bactérie va survivre grâce à l'inflammation, grâce au système immunitaire qui est induit dans le calamar. Elle va pouvoir rester dans ces cryptes ici et devenir luminescent et donner l'avantage sélectif et de camouflage au calamar. Alors il y a un autre niveau qui est très intéressant, c'est que le calamar a des photorécepteurs et si les bactéries trichent, c'est-à-dire qu'elles ne font pas leur boulot, elles sont plus luminescentes, la bactérie est éliminée. C'est quand même assez extraordinaire. Un autre exemple qui est maintenant qui induit une attaque qui déjoue le système immunitaire ici est un exemple de symbiose de bioattaque, bioweapon, où maintenant il y a un ver ici qui est colonisé par une bactérie qui est rendue verte pour ce travail. Ce ver colonise des larves d'insectes. Les larves d'insectes ont un système immunitaire, des mélanocytes qui entourent le ver, qui l'empêchent de se multiplier, de se nourrir. Donc la larve, elle, pas la larve, le ver ici, va pouvoir libérer ces bactéries qui ne sont pas nocives pour lui, on ne sait pas pourquoi, mais du coup vont infecter la larve d'insecte et la tuer. Une fois tuée, la larve d'insecte ne peut plus se défendre, les vers vont pouvoir se multiplier, manger l'essentiel de la larve. Une fois que l'essentiel est fait, la larve va exploser et les vers peuvent recommencer un cycle. C'est quand même assez chouette. Juste deux exemples qui là, du coup, n'ont rien à voir avec les immunitaires, mais c'est quand même, je trouve, très sexy. Et l'exemple de cette moule, c'est un travail d'un groupe allemand, de cette moule qui vit sur les dorsales océaniques, ici dans l'Atlantique, qui vit sur les dorsales, dans ces cheminées ici, qui est un milieu extrêmement inhospitalier parce qu'il est extrêmement profond, parce qu'il est extrêmement, enfin déjà chaud et très acide. Alors la question était comment ces moules peuvent vivre, c'est-à-dire, en d'autres termes, d'où tire-t-elle son énergie pour fonctionner. Alors, ces gens ont découvert que les lamelles de la moule sont colonisées par ces bactéries. Vous voyez l'énorme quantité de bactéries qui vivent dans ces lamelles. Et ces bactéries peuvent oxyder l'hydrogène. Il faut le faire quand même, oxyder l'hydrogène, de telle façon que maintenant l'hydrogène oxydé sert de source d'énergie à la moule. Alors j'avoue, ça n'a pas grand-chose à voir avec le système immunitaire, mais c'est quand même pas mal. Un autre exemple que je trouve là, du coup, vraiment très bien, ici c'est un couple forcé. C'est un couple forcé, peut-être vous connaissez cet exemple de la fourmi qui défend l'acacia. Donc la fourmi va vivre sur l'acacia. L'acacia aime bien la fourmi parce que la fourmi va la défendre contre des prédateurs, d'autres insectes. Alors pour la remercier, si l'on peut dire, l'acacia va faire des gouttelettes de sucrose, ici, de sucre, dont se nourrit la fourmi. Alors vous pourrez dire c'est un couple parfait, mais il y a un petit hic parce que la fourmi peut être infidèle. Ça peut arriver dans tout couple. Eh bien, l'infidélité est prévenue par l'acacia parce que l'acacia maintenant va inhiber une enzyme de telle façon que la fourmi ne peut pas digérer d'autres sucres
Si elle essaie d'aller manger ailleurs, ça ne va pas aller. Donc elle doit rester sur l'acacia parce que l'acacia lui permet de se nourrir à ce sucre pour lequel elle n'a pas besoin de l'enzyme qui a été bloquée. Alors c'est un travail récent que j'ai trouvé vraiment pas mal. Ça donne des idées pour nos propres couples, n'est-ce pas? Donc je vous ai parlé avant des différents types du rôle que peuvent jouer les bactéries symbiotiques dans l'intestin en particulier. Je vais en parler que d'un, parce qu'il s'agit ici d'essayer de comprendre qu'est-ce que ces bactéries peuvent apporter au système immunitaire. Donc je vais vous parler du point 5, donc la protection contre les pathogènes. Donc là, on ne parle pas encore de système immunitaire, on parle de défense qui est apportée par ces symbiontes. Donc les symbiontes de l'intestin, vous avez vu cette immense masse qui font une espèce de biofilm comme ça pour nous protéger, peuvent nous protéger, peuvent nous défendre de plusieurs façons. Une façon qui est évidente, c'est la façon directe, c'est-à-dire vu que les places, les chaises sont déjà occupées, les pathogènes, les autres bactéries qui veulent venir, qui ne sont pas sélectionnées, ou qui sont pathogènes justement, ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a plus de place. Inhibition directe. Une autre façon, c'est il n'y a plus rien à manger. Vu qu'il y a tellement déjà de bactéries symbiotiques, les pathogènes qui essaient de venir n'ont plus rien à manger, la source est tarie, il y a compétition ici donc pour les nutriments qui sont nécessaires aux pathogènes. Et un troisième cas qui commence à être de mieux en mieux étudié, c'est ce cas-là, qui est le cas que je vous ai mentionné avec le calamar, c'est-à-dire que maintenant les bactéries vont induire une réponse immunitaire de l'hôte qui fait que celles qui sont au sein de notre intestin ont été sélectionnées pour vivre dans cet environnement, alors qu'une nouvelle bactérie, elle, va avoir un problème de vivre dans un environnement dans lequel le système immunitaire a déjà une certaine activité. Alors ça paraît un peu compliqué, mais je vous donne un exemple précis. Un exemple précis d'un chercheur à New York, Eric Palmer, qui travaille dans un des plus grands centres de recherche de cancer au monde, le Sloan Kettering Institute à New York. Et donc, il travaille ici, c'est un travail qui se porte chez la souris, mais qui est un modèle de ce qui se passe chez les humains lorsqu'ils sont irradiés full body irradiation suite à une leucémie. Et donc, ces gens-là sont complémentés avec la moelle osseuse. Et pour éviter que ces patients vont être infectés, ils doivent être soumis à une antibiothérapie avec la vancomycine le temps que la moelle osseuse reconstitue leur système immunitaire. Alors, ce qui se passe chez ces patients, c'est que chez beaucoup de patients, chez une grande proportion de patients, il y a développement d'infections nosocomiales, notamment par ce entérocoque qui est résistant à cet antibiotique. Alors, vous me direz que c'est simplement une infection parce qu'il est résistant à l'antibiotique, mais vous allez voir que c'est plus compliqué. Alors, ici, chez la souris, vous avez ici une expérience chez la souris, une souris wild type, une souris normale, qui est infectée avec cet entérocoque. Et vous voyez qu'après 5 jours, la bactérie est éliminée. Maintenant, si vous traitez cette souris avec l'antibiotique, avec la vancomycine, et vous venez avec le pathogène, vous voyez qu'elle n'arrive pas à se débarrasser. Déjà, on commence après un jour à avoir 100 fois plus de pathogènes dans l'intestin de cette souris-là, et que cette souris, après 5 jours, est toujours infectée. Alors, vous voyez que ce n'est pas simplement l'antibiotique, il y a quelque chose qui se passe chez la souris, comme il se passe chez les patients, qui fait que ces souris-là, maintenant, ne sont plus résistantes à l'infection par le pathogène. Alors, ce qu'il a trouvé, c'est qu'en l'absence, lorsqu'on traite les souris avec les antibiotiques, la grande majorité des bactéries de l'intestin sont éliminées. Et donc, en l'absence de ces bactéries, il y a ici une baisse de certaines protéines très importantes, ici REC3-gamma, qui est une protéine du type d'effensine, c'est-à-dire c'est des protéines qui vont être sécrétées dans la lumière intestinale et tuer ou bloquer la prolifération bactérienne. Donc c'est des molécules de défense innées qui sont produites pour être bactériostatiques ou bactériolytiques. Et on voit que maintenant, dans une souris normale, ceci est le niveau de production, mais maintenant, lorsque les souris sont traitées aux antibiotiques, vous voyez qu'il y a une très nette baisse de cette production de cette protéine, et puis ça s'empire avec le temps. Après 7 jours, vous voyez encore que ça continue de baisser. Et lorsqu'on maintenant, voilà, ça c'est le résultat. Alors il a une parade, c'est que si vous voyez ça, vous dites,
c'est la démonstration que les bactéries de l'intestin sont nécessaires à la défense parce que simplement leur présence est vue par le système immunitaire qui va produire ces protéines antibactériennes. Et lorsqu'il y a ce traitement antibiotique très fort, ces bactéries sont éliminées, il n'y a plus cette induction de défense, donc on devient susceptible. Alors quelle est la solution? C'est de revenir avec les bactéries. Mais ça ne va pas le faire, hein. En clinique, ça ne va pas le faire. Donc au lieu de revenir avec les bactéries, on va venir avec les morceaux de bactéries dont on sait sont responsables pour l'activation du système immunitaire. Philippe vous a parlé avant de certaines molécules, les nodes, les tolls, qui voient des morceaux de bactéries qui induisent la réponse immunitaire. Donc c'est exactement le raisonnement qu'a fait Eric Pamer, c'est que maintenant, vous voyez ici la production maximale de cette protéine qui est fortement baissée avec les antibiotiques et maintenant qui est réinduite par les morceaux de bactéries. Et maintenant, cette réinduction permet, ici vous avez l'infection, que d'augmenter en présence d'antibiotiques et ensuite qui est redescendue, qui est reprotégée grâce à ces morceaux de bactéries, dans ce cas-là, le LPS. Donc je pense que c'est un concept très très puissant que maintenant on peut complémenter, on peut réinduire une réponse immunitaire normale, pas avec les bactéries qui peuvent être dangereuses ou infectieuses, surtout lorsqu'on est immunodéprimé, mais des morceaux de bactéries. Et c'est une réflexion qui se fait à plusieurs niveaux, par exemple pour combattre les allergies. Vous avez certainement entendu parler de la théorie de l'hygiène qui suggère que parce que nous sommes moins soumis à la pression des pathogènes, parce que nous sommes plus propres, il y a un déséquilibre dans notre réponse immunitaire qui fait qu'à terme, on développe plus d'allergies. Alors une façon de remédier à cela, ce serait de venir non avec les bactéries qui peuvent être dangereuses, mais avec des morceaux de bactéries. Alors, que fait le système immunitaire? Alors, donc, il y a cette vision classique du système immunitaire qui suggère que le système immunitaire voit ce qui n'est pas bien et le détruit. Donc, je pense que maintenant se développe une vision du système immunitaire qui est plus floue, mais peut-être plus physiologique aussi. Donc, une façon de le représenter est celle-ci. Les réponses immunitaires sont très complexes. Elles viennent en plusieurs types. On peut les classer plus ou moins en deux grands groupes, anti-inflammatoires, pro-inflammatoires, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué simplement parce que le monde microbien est très compliqué. Il y a d'un côté des mutualistes, vraiment des bactéries qui nous apportent un bénéfice. Il y a de l'autre côté, comme Philippe l'a montré, des pathogènes très clairs. Shigella est un pathogène, il ne sera jamais un symbionte. Mais il y a finalement beaucoup de bactéries qui sont quelque part entre deux, qui n'apportent pas vraiment un bénéfice et qui nagent entre deux quelque part dans leur qualification de mutualistes ou pathogènes. Et même pire, il y a des bactéries qui sont des mutualistes, mais si maintenant vous avez une blessure, par exemple des bactéries qui vivent sur la peau, qui peuvent éventuellement vous apporter un bénéfice, lorsqu'il y a blessure, peuvent entrer dans le système et devenir des pathogènes. Donc en face de cela, il y a la réponse immunitaire qui doit s'adapter et donc établir, et c'est là qu'il y a une notion très importante, non forcément détruire, mais établir un équilibre. Parce que ce qui compte finalement, ce n'est pas de détruire, c'est de pouvoir vivre. Et le système immunitaire, ici, est suggéré que le système immunitaire est la clé, est un outil essentiel pour l'hôte, pour nous, non pour détruire, parce qu'il y aurait de quoi faire, hein. Il y aurait des milliards de bactéries à détruire, on n'en finirait pas, mais de maintenir un équilibre de telle façon qu'on peut vivre avec ces bactéries et que nous, on peut vivre assez longtemps. Alors un problème je représente les problèmes de façon très simple, hein, mais le problème essentiel de l'immunologiste, lorsqu'on parle d'équilibre, on parle d'équilibre, l'équilibre, on peut s'imaginer que c'est très fragile. Le système immunitaire est un petit peu trop faible parce que nous sommes immunodéprimés, et on connaît des cas très clairs, hein, quelqu'un atteint de sida sera immunodéprimé, donc il y aura une susceptibilité accrue à l'infection, et c'est exactement ce qui se passe, qui est représenté ici. Mais l'inverse est vrai aussi. Lorsqu'on est trop réactif, lorsque le système immunitaire voit trop bien ou réagit trop aux microbes qui sont sur nous, eh bien, il y a suractivation du système, comme il arrive dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Et puis, vu que c'est une source pratiquement infinie de microbes, c'est un véritable champ de bataille, et l'inflammation elle-même crée la pathologie inflammatoire de l'intestin. Et c'est des choses qui se retrouvent dans beaucoup de maladies, les maladies auto-immunitaires, inflammatoires, à différents niveaux. Alors, c'est ce que je représente ici. On a l'impression que finalement, nous sommes au sommet d'une montagne et qu'un petit déséquilibre nous rend malades.
Alors c'est vrai pour certaines personnes qui sont mutées dans certaines voies du système immunitaire qui permettent de réguler tout ça. Et on a l'impression aussi que le système immunitaire va exploser. Lorsqu'il voit un microbe, il va exploser. Et puis il y a ce danger finalement d'inflammation très dangereux. Mais comme l'a très bien dit Philippe, nous sommes là, la majorité des gens ne sont pas malades. La plupart du temps, on se porte très bien. Ce qui veut dire que finalement, cet équilibre est beaucoup plus robuste. Et il est beaucoup plus robuste, et je vois l'équilibre plutôt dans ce sens-là. Nous sommes au fond d'un puits, et finalement, les petites perturbations qu'on a tous les jours, et des jours qu'on se sent plus ou moins bien, des jours on a la pêche, rend compte qu'il y a toujours un déséquilibre un peu transitoire, on se sent plus ou moins bien parce qu'il y a une petite infection, mais qu'on règle très vite. Et que très vite, le système immunitaire arrive à l'équilibre. Alors, il y a deux systèmes immunitaires, l'inné, donc celui qui est codé par nos gènes, qui est certainement très ancien, et l'adaptatif, qui est capable de générer une diversité tellement énorme qu'on peut reconnaître potentiellement des milliards de microbes. Alors dans l'intestin, aussi je vais faire très simple ici, parce que Philippe l'a dit très bien, ceci est un schéma très simplifié de ce qui peut se passer dans l'intestin. Les cellules épithéliales, une couche de mucus, donc une espèce de gel qui prévient la pénétration de la plupart des bactéries. Dans ce gel, il y a plusieurs choses. Il y a ces protéines antimicrobiennes, ces défensines, et il y a des anticorps. Donc ces défensines sont vraiment l'immunité innée et était finalement à la naissance de l'immunité innée et a porté la découverte de ces récepteurs innés et le prix Nobel à Jules Hoffman et à d'autres. Donc juste un mot sur ces défensines parce qu'elles sont bien plus qu'une réponse antibactérienne. Ces défensines sont des très petites molécules, moins que 100 acides aminés, mais elles ont des bords très chargés. Alors là, vous voyez une défensine, un modèle, où vous avez ici les bords de la défensine qui sont très chargés, ici acides et ici en base. Elles ont toujours à peu près la même structure, et donc elles sont très bactériocides ou bactériostatiques. Soit elles tuent, soit elles bloquent la prolifération bactérienne. Ici, ce ne sont pas des défensines, ce sont des chimokines. Alors que sont les chimokines? Ce sont finalement des codes-barres du système immunitaire. Imaginez-vous les globules blancs dans le sang. Comment est-ce qu'elles font pour arriver là où il y a infection? Alors une façon d'y arriver, c'est que l'infection génère des molécules, les chimokines, qui diffusent dans le sang ou dans le tissu, qui permet aux globules blancs de retrouver l'endroit où il y a infection. Donc c'est véritablement les codes postaux de la réponse immunitaire. Alors là, ce que je vous dis, c'est que je commence à mélanger les deux choses, défensine et chymokine. On se rend compte que la plupart de ces codes postaux, de ces chymokines, sont en fait des défensines. La plupart des chymokines ici la liste des chymokines qu'on connaît, la plupart tuent les bactéries ou sont bactériostatiques. Donc vous voyez une coévolution qui est assez impressionnante d'un système inné pour essayer de bloquer les bactéries, qui est utilisé par le système immunitaire parce que maintenant, lorsqu'il y a la production de ces peptides, ça veut dire que quelque chose se passe, qu'il y a un foyer de prolifération bactérienne. Donc pourquoi pas réutiliser ce système-là pour diriger les globules blancs à cet endroit? Et c'est exactement ce que l'évolution a fait. Et donc je trouve assez impressionnant que finalement des molécules aussi petites peuvent jouer un rôle aussi duel, aussi paradoxal. Alors, les défensines ont été à la base de la recherche sur le système immunitaire inné. Notamment à Strasbourg, dans le groupe de Jules Hoffman, on a essayé de comprendre chez la mouche comment ces peptides étaient induits par les pathogènes. Alors, ça a mené un chercheur à se pencher sur le problème de façon génétique, Bruno Lemaître. Et Bruno Lemaître a trouvé que la reconnaissance de ces microbes, ou plutôt la signalisation que ces microbes étaient présents à l'intérieur de la cellule, était faite par des molécules dites TLR. Alors TLR veut dire Toll-like receptor, qui mène à un autre prix Nobel. C'est toute une histoire assez incroyable. Pour les germanophones ici, Toll
Alors, ça veut dire toll. Waouh, chouette. C'était l'objet d'un autre prix Nobel d'une Allemande, Catherine Husland-Vollhardt, qui travaillait sur des mutants de la drosophile dans le développement. Et ce mutant-là avait un blocage dans le développement. Donc, elle a trouvé ça génial. Elle a dit waouh, toll. Elle a reçu le prix Nobel pour ce travail. Et donc, Bruno Lemaître a travaillé s'est demandé comment ces défensines étaient produites. Et il a trouvé que cette molécule-là était impliquée dans la signalisation de l'extérieur à l'intérieur de la cellule. Et donc, ça a donné le prix Nobel à Gilles Hoffmann. Alors là, c'est une photo qui est prise d'anthologie d'une mouche qui est invalidée en toll. Elle n'a plus de toll, elle ne peut plus faire de défensine. Vous voyez le résultat. Alors, c'est le résultat qui vous pend au nez si vous n'avez pas de défensine. C'est une infection de drosophile par Aspergillus fumigatus qui est partout. Hein. Rassurez-vous, il est partout ici. Cette mouche-là, lorsqu'elle n'a pas de défensine, si nous n'avions pas de défensine, on pourrait peut-être ressembler à ça, je ne sais pas. Alors, conceptuellement, alors je vous ai montré, je me suis concentré sur les défensines, parce que c'est un système extrêmement efficace, assez impressionnant. Tout ça pour vous dire que le système immunitaire inné est assez efficace. On peut se demander à quoi sert le système immunitaire adaptatif. Donc, petite histoire, le système immunitaire adaptatif n'existe que chez les vertébrés. Avant, il n'existe pas. Alors, vous pourrez me dire, les animaux qui n'ont pas de système immunitaire adaptatif se défendent moins bien, ils sont infectés de façon plus facile, donc vivent moins longtemps. Alors, pas du tout, hein, il y a des bivalves, des palourdes qui vivent apparemment 200 ans, très très bien, quand bien même elles n'ont pas de système immunitaire adaptatif. Alors ici est un essai qui est écrit par cette dame, Margaret McFarlane-Guy, qui est la personne qui a travaillé sur ce petit calamar que j'ai cité plus haut. Alors elle propose une théorie assez intéressante, c'est que le système immunitaire adaptatif a pu évoluer parce qu'il permettait justement de voir non pas une centaine de structures bactériennes, mais des milliards. Ce qui permet de voir toutes ces bactéries, qui permet éventuellement de vivre avec toutes ces bactéries. Il faut savoir que la plupart des invertébrés, dont le calamar, ne peut pas avoir la diversité de microbes que nous avons dans l'intestin. Le calamar ne peut tolérer qu'une bactérie, donc celle qui est lumineuse, et non seulement elle peut tolérer que cette bactérie, mais si cette bactérie prolifère à la fin de la journée, elle doit s'en débarrasser, elle n'arrive pas à la contrôler, elle doit recommencer le cycle chaque jour. Alors la théorie que Margaret propose, c'est que le système immunitaire adaptatif permet de voir beaucoup plus de bactéries, comme si on délivrait un passeport à beaucoup plus de types de bactéries, de telle façon que nous pouvons vivre de façon stable avec une communauté bactérienne beaucoup plus riche, qui veut dire beaucoup plus de gènes, qui veut dire beaucoup plus de choses qui peuvent nous complémenter et nous rendre plus efficaces. C'est la théorie, mais c'est une théorie assez intéressante. Alors, quelques exemples de l'impact des microbes sur le système immunitaire. Donc, je vous ai dit plus haut que nous sommes ce que nous sommes pas grâce qu'à nos gènes, mais en grande partie par les gènes qui sont apportés par nos symbiontes. Alors, quelques exemples ici de l'impact de ces microbes. Alors, ça, c'est encore l'exemple du calamar. Donc, ce que je vous ai dit avant, c'est qu'à la naissance, évidemment, l'œuf à l'éclosion est stérile. Il est infecté par toutes ces bactéries ici représentées par tous ces petits points de différentes couleurs qui sont présentes dans l'eau de mer. Il y a une inflammation très forte qui se fait de telle façon que la plupart sont éliminés, mais qu'à la fin ne reste que cette bactérie qui permet de coloniser et donner cette luminescence au calamar. Alors je vous ai dit aussi que cette bactérie, qui est une protobactérie, comme les E. coli, est très pro-inflammatoire, qu'elle va induire une réponse immunitaire très forte. Alors ce qu'elle fait, et c'était reproduit dans cette expérience-là, c'est que ce qu'elle produit en se divisant est simplement, comme l'a expliqué Philippe avant, des morceaux de parois bactériennes. Et ces morceaux de parois bactériennes sont des peptidoglycanes qui sont reconnus chez nous par les protéines NOD. Le calamar n'a pas de protéines NOD, elle a des protéines qui font le même travail, dans une évolution convergente, qui reconnaissent le NOD et qui induit une inflammation très forte. Alors cette inflammation, ici, c'est un calamar qui est stérile, un calamar qui est infecté. Et en fait, il y a tout un remodélage de ces cryptes. Il y a des cellules qui meurent, et des cellules qui prolifèrent, et il y a tout un remodélage local qui fait que la symbiose s'établit. Donc cet organe n'existe pas à l'état stérile, il existe
seulement en présence du symbionte et de l'inflammation qu'il induit, qui permet au calamar finalement de vivre. Alors c'est un exemple ici du labo que nous avons publié avec Ivo Boneka, qui est un biochimiste microbiologiste à l'Institut Pasteur. Et là, nous montrons que les bactéries participent à la construction du système immunitaire. Alors quelque part, c'est évident. Vous savez tous que, par exemple, les gens qui vivent dans des zones endémiques de malaria sont protégés par la malaria s'ils survivent à leur enfance. Et lorsque ces gens partent, reviennent 2 ans plus tard, ils ne le sont plus. Donc oui, c'est évident que les microbes participent à la construction de notre système immunitaire rien que par la mémoire qui s'est construite sur ces microbes. Mais ici, il ne s'agit pas de mémoire, il s'agit vraiment de structure. Alors l'intestin ici, c'est un intestin de souris a des tissus lymphoïdes. Alors Philippe a mentionné les plaques de Payer, qui sont vraiment les casernes où se construit la réponse immunitaire. Il y a plein d'autres petits tissus lymphoïdes ici qui sont agrandis là, qui sont des amas de cellules, ici à gauche toutes petites, qui sont des amas de cellules qui vont induire le développement ou la construction de ce tissu lymphoïde. Ici à droite, le tissu lymphoïde mature. Alors, tissu lymphoïde mature veut dire ici une boule, un ensemble de cellules B, et les cellules B sont les cellules qui vont faire des anticorps. Alors, ce qui était montré, c'est que dans une souris qui n'a pas de microbes, pas de bactéries, ceci ne se fait pas. On reste à cet état-là. Lorsque les symbiontes, les bactéries viennent, ces amas ici vont être censeurs de ces microbes, vont s'activer et induire la formation de ces tissus lymphoïdes. Et ces tissus lymphoïdes vont faire des anticorps qui vont finalement targeter, cibler les bactéries qui sont à l'origine de ce cycle. Donc plus il y a de bactéries, plus il y a de ces tissus lymphoïdes, plus il y en a, plus on fait d'anticorps, plus il y a d'anticorps, plus le système est bloqué. Donc c'est un système de chasse d'eau qui mène forcément un équilibre entre les bactéries et le système immunitaire. Et on montre que ceci est le nombre de bactéries totales dans l'intestin de cette souris. Lorsque le système est rompu par des mutants, eh bien, il y a 10 fois plus de bactéries dans l'intestin, qui montre que c'est un système qui mène à un équilibre entre l'hôte et ses bactéries. Alors comment ça marche ? De façon assez pas ironique, mais très intéressante, le système est pratiquement le même que celui du calamar. C'est-à-dire que les morceaux de bactéries qui sont produits lorsque la bactérie prolifère, ces peptidoglycanes qui sont vus par ces protéines nodes, eh bien, ces peptidoglycanes ici vont induire, je le montre ici, vont induire par eux-mêmes la formation de ces tissus lymphoïdes. Alors là aussi, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal qu'une communauté bactérienne qui est aussi grande, aussi diverse que celle qu'on a dans l'intestin, peut être réduite à cette petite molécule, et que cette petite molécule qui est strictement bactérienne peut induire tout le phénomène de construction d'un tissu lymphoïde, qui est une chose quand même complexe, qui contient des cellules B, qui contient des tas d'autres cellules immunitaires qui régulent cet ensemble. Alors ici, quelques exemples qui ont été mentionnés avant, mais qui sont très, très puissants. Alors, une recherche très active, c'est de comprendre quel est l'impact de cette communauté bactérienne dans l'intestin sur le système immunitaire. Alors, il faut savoir que le système immunitaire, je vais y arriver, immunitaire, c'est un exercice, immunitaire de l'intestin est très très actif. Lorsqu'on compare le système immunitaire de l'intestin à celui qui est dans la rate ou qui est dans le sang, il est beaucoup plus actif. C'est-à-dire qu'il se passe des choses tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une réactivité au microbiote, parce que quand on enlève le microbiote dans des souris stériles, eh bien, cette réponse immunitaire descend pratiquement à zéro. Donc il y a une réponse immunitaire de tous les jours qui se fait dans l'intestin. Et d'ailleurs, cette réponse est très très forte. Tous les jours, on produit des grammes, littéralement des grammes d'anticorps contre ces microbes-là. Donc c'est un environnement très très actif. Et la diversité des réponses immunitaires est très grande aussi. Si je reviens à ce schéma, je ne vais peut-être pas y revenir, de cette complexité de la réponse immunitaire, elle est vraiment très bien représentée dans l'intestin. Et un des buts des immunologistes et des microbiologistes, c'est de comprendre quel type de bactérie induit quel type de réponse immunitaire. En espérant que toute cette mosaïque de bactéries dans l'intestin va induire toute cette mosaïque de réponse immunitaire pour établir cet équilibre. Et l'on pense que s'il y a des équilibres entre ces deux parties, eh bien, il y a progression vers des pathologies, que ce soit des maladies inflammatoires de l'intestin ou que ce soit des allergies.
Or ici est cette bactérie très esthétique, la bactérie segmentée filamenteuse, la SFB, qui donc, comme Philippe l'a montré, se plante dans les cellules épithéliales. Alors on sait depuis plus de 15 ans, par le travail de ce groupe-là, de John Sebra, que ce SFB induit très fortement les réponses adaptatives. Ici, la réponse aux anticorps. Donc les anticorps qu'on produit dans l'intestin sont pratiquement à zéro, comme je l'ai dit, dans une réponse dans une souris qui n'a pas de microbes. Maintenant, lorsqu'on réintroduit que le SFB, la réponse immunitaire est très forte en termes d'anticorps qui est produite. Donc, que par elle-même, rien que par ce qu'elle fait, elle induit une réponse immunitaire d'anticorps très très forte, et non seulement des anticorps, mais aussi des cellules T, qui sont les cellules qui vont réguler la production d'anticorps. Alors on voit ici, c'est un peu plus complexe, mais on voit ici dans la production d'un type de réponse immunitaire, l'IL-17, dans une souris qui n'a pas de bactéries, on a ce niveau-là, une souris qui n'a que des SFB, on a ce niveau-là, donc 100 à 1000 fois mieux. C'est aussi vrai pour l'IL-4, un autre type de réponse immunitaire qui est associé à l'allergie, ici une réponse à l'interféron qui est associée au virus. Donc on peut se demander, cette bactérie, on peut se demander pourquoi cette bactérie était maintenue dans l'évolution. D'autres espèces l'ont. Les humains, ce n'est pas très clair, mais il y a certains travaux qui suggèrent que cette bactérie est aussi présente chez les humains. On peut se demander pourquoi diable a-t-on gardé une bactérie qui induit une réponse immunitaire aussi forte? Eh bien, on peut penser qu'elle nous prépare, elle élève la réponse immunitaire à un certain niveau de telle façon que lorsque maintenant il y a des pathogènes qui entrent, la souris ou nous sommes mieux protégés à l'infection, et c'est exactement ce qui a été montré dans certaines études. Dans les souris qui n'ont pas de SFB, eh bien, ces souris sont beaucoup plus susceptibles à l'infection par certaines bactéries. Alors peut-être je vais passer parce que le temps devient limite. Cette bactérie qui a été aussi mentionnée par Philippe a une stratégie de symbiose qui est différente. Cette bactérie-là va calmer le système immunitaire qui pourrait se diriger contre elle. Donc sa stratégie, c'est de où elle est, on va éteindre la réponse immunitaire, et pour la façon dont elle le fait, c'est en produisant donc ce sucre qui est sur sa paroi, et ce sucre est reconnu par le système immunitaire et va induire un type de réponse qui est mené par les cellules T qu'on appelle cellules T régulatrices, qui ont la propriété notamment d'éteindre toutes les autres réponses, de telle façon que la bactérie peut vivre sereinement dans l'intestin. Alors finalement, cette recherche de la compréhension de comment ces différents types de bactéries induisent ces différents types de réponses immunitaires est encore très précoce. Ceci est finalement à peu près de ce que l'on sait. On vous a mentionné les SFB, j'ai mentionné les Bacteroides fragilis. On connaît aussi un autre type de bactéries qui sont très riches dans le côlon, cette fois-ci, les Clostridies. Et un chercheur japonais a montré qu'une association, maintenant plus une espèce, mais une association d'espèces, de Clostridies, ensemble, induit également ces cellules T régulatrices qui permettent à ces bactéries probablement de vivre mieux dans le côlon. Donc il y a une notion ici qui apparaît, une notion de microécologie, c'est-à-dire que comme c'est le cas dans la digestion, on peut penser qu'une bactérie fait le travail, mais en fait c'est une chaîne de bactéries qui apporte une chaîne de protéines qui permet de digérer certains aliments. Ici, c'est la même chose. On ne comprend pas du tout le mécanisme, mais une société, une composition ici de bactéries fait qu'on induit un certain type de réponse immunitaire. Et ici, c'est encore le cas d'une induction de ces cellules T régulatrices qui atteignent la réponse immunitaire contre ces bactéries. Lorsque maintenant on diminue la complexité de cette communauté, lorsqu'on enlève certaines bactéries à cette communauté, ça ne marche plus. Alors là, il y a cette notion très intéressante de microécologie, parce que les bactéries parlent entre elles, et ensuite, elles parlent au système immunitaire. Alors vous voyez la complicité, parce qu'on a, comme je l'ai dit, des milliards de bactéries, des centaines d'espèces qui vont se parler, et le fruit de ce dialogue va parler avec nous. Nous, on va réagir à ces microbes, et notre action va changer aussi la façon que les bactéries ont de parler entre elles. Voilà, juste une dernière... Je crois que c'est une dernière diapo. Alors, j'ai mis l'accent sur les bactéries parce que, c'est ce que je connais un peu, le mieux ou le moins bien.
Bien sûr, il y a, comme je l'ai mentionné aussi plus haut, pas que les bactéries, il y a les virus, il y a les phages, il y a les champignons. Ici est un travail d'un chercheur américain qui s'appelle Herbert Virgin à Saint-Louis, dans le Missouri, qui lui est un virologiste, qui lui s'intéresse aux viromes, c'est-à-dire non aux bactéries qui nous vivons nous, mais aux virus qui vivent en nous. Et ceci est un diagramme de la fréquence des virus qui vivent dans la population humaine. Alors ici, on atteint 10 puissance 4 par million, 10 puissance 4 millions d'individus qui sont infectés, c'est-à-dire tout le monde. Nous sommes tous infectés par au moins une dizaine de virus, au moins, que l'on connaît, dont beaucoup sont des herpès-virus. Alors vous me direz, les herpès-virus, ce n'est pas sympa parce qu'on développe des boutons de fièvre et d'autres problèmes. Il montre ici dans un article qui fait date aussi que maintenant les souris qui ne sont pas infectées, qui sont saines, qui ne sont pas infectées par l'herpès-virus, sont très susceptibles à l'infection par une bactérie, la Listeria. Donc c'est ces souris-là qui sont très propres, tellement propres qu'elles sont très susceptibles à la Listeria. Maintenant, les souris qui ont été préinfectées par ce virus, qui ont pu être un pathogène au début, parce qu'il va certainement induire une fièvre, qui part en latence, eh bien, cette latence va induire une résistance à l'infection, à la surinfection. Alors, ce qu'elle a montré, c'est que la latence, ce n'est pas quelque chose c'est pas un état où rien ne se passe. La latence va induire encore un niveau de la réponse immunitaire qui n'est pas zéro, qui est supérieur à zéro. Et cette réponse immunitaire basale va protéger la souris à l'infection. Alors, ceci est un cas où ça va bien, où les virus qui sont en nous sont des mutualistes. Mais il se peut que ces mêmes virus deviennent des pathogènes, les mêmes, parce qu'ils peuvent être associés à une surinfection. Alors, très classiquement, lorsque vous êtes infecté par les virus de la grippe, le médecin va vous donner un antibiotique, pas pour le virus, mais pour la surinfection. Parce que dans certains cas, les virus ne peuvent pas protéger, mais du coup, rendre plus susceptible l'autre, parce que le type de réponse immunitaire basale qu'il va induire n'est pas la bonne. Et du coup, la bactérie peut mieux infecter. Donc, ça va dans les deux sens. Dans cette revue dans Cell, il discute aussi le cas, par exemple, de CMV, le CMV qui est présent parmi la plupart d'entre nous, qui peut être un avantage aussi, parce qu'il va induire encore une réponse immunitaire qui n'est pas zéro. Mais lorsque vous avez une transplantation et que vous êtes immunodéprimé par le médecin, du coup, ce mutualiste, parce qu'il vous donne un bénéfice par rapport à l'infection de la bactérie, peut devenir un pathogène, parce que ce même virus, en l'absence de votre système immunitaire, peut proliférer et vous tuer. Donc vous voyez que la notion de pathogène, dans ce cas-là, de pathogène ou de mutualiste, est finalement très ténue et que le même organisme peut être l'un ou l'autre suivant le contexte. Alors je termine sur cette diapo-là. Donc Metchnikov a été cité par Philippe avant. Metchnikov est peut-être un chercheur trop méconnu parce qu'il a eu beaucoup de facettes. Ce n'est pas un immunologiste, c'est un embryologiste à la base qui travaillait sur des cellules qui participent au développement normal de l'embryon. Et ces cellules se trouvent être des phagocytes. Alors, Metchnikov travaillait notamment en Sicile où il s'amusait, je ne sais pas pour quelle raison, il s'amusait à planter des aiguilles de sapin dans les larves d'étoiles de mer. Et il a constaté que ces aiguilles étaient entourées par des cellules et que ces cellules, à terme, je n'ai pas lu le papier original, mais à terme, essayaient d'éliminer l'intrus qu'était l'aiguille de sapin. Donc il a raisonné, son hypothèse était que ces cellules, des cellules de même ordre existaient chez les mammifères et pouvaient défendre l'organisme contre les corps étrangers, qui était la base de l'immunologie française, qui était à la base l'immunologie cellulaire, et qui était à l'opposé, en quelque sorte, en tout cas à l'époque, de l'immunologie allemande, qui était l'immunologie de l'anticorps. Et d'ailleurs, lui et Ehrlich, qui était son homologue allemand, ont reçu le prix Nobel ensemble, qui était une illustration de la paix en 1908, je crois. Donc Metchnikov avait d'autres soucis. Un, c'était de vieillir, un souci assez commun. Et il a écrit un bouquin à la fin de sa vie. C'était quelqu'un finalement d'assez perturbé, assez pessimiste, mais à la fin de sa vie, il s'est dit que je vais être résolument optimiste. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La nature de l'homme, une vision optimiste, dans laquelle il discute que nous sommes potentiellement immortels, mais que des choses nous font mourir. Et une chose potentielle qui nous fait mourir, c'est notamment les bactéries de l'intestin. Il pensait que cette immense colonie de microbes dans le côlon était protéolytique et nous détruisait à petit feu. Apparemment, les Bulgares, à l'époque, vivaient plus longtemps que la moyenne des Européens.
Et il savait, Metchnikov était de l'Est, était ukrainien, il savait que les Bulgares consommaient du kéfir, qui n'est rien d'autre que du lait fermenté par certaines bactéries, dont Lactobacillus bulgaricus, qui se retrouve dans vos yaourts que vous mangez maintenant. Donc son hypothèse était que ces lactobacillus qui se retrouvaient dans le lait fermenté étaient des bonnes bactéries. Et quand même, à l'époque, il était à l'Institut Pasteur, et Pasteur a démontré que les bactéries étaient source, ou les microbes en général, étaient source de pathologie. Donc, Metchnikov se porte un peu à porte-à-faux à la tradition pasteurienne de l'époque et suggère que les bactéries peuvent non seulement être porteurs de mal, mais aussi porteurs de bien. Et donc, c'est une tradition qui s'est un peu perdue, une pensée qui s'est un peu perdue avec le temps et qui revient maintenant très très fort avec toutes les études que je vous ai montrées. Et lui, je l'ai mis dans le titre, n'a pas proposé le terme de probiotique, qui est un terme qui était un porte-à-faux au terme d'antibiotique qui n'a été qu'inventé dans les années 40, lorsque les antibiotiques ont été plus populaires. Mais donc l'impact de la pensée de Metchnikov a été sur plusieurs plans, dans l'embryologie, dans l'immunologie et aussi dans la microbiologie, et suggéré que les bactéries étaient porteuses de bienfaits aussi. Voilà, merci beaucoup.